Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures Bénin. Voici le sommaire. Wilfried Oléandro-Ngoudi était dans la commune de Royogé dans le cadre de ces séances à bâton rompu avec les populations. Au cœur des discussions, les préoccupations citoyennes sur les réformes engagées par le régime en place depuis 2016. Ensuite, le marché moderne de Doubou a ouvert ses portes aux usagers. C'est à l'occasion d'une cérémonie que les autorités et les populations ont procédé à la mise en service de cette infrastructure. Ce marché moderne dispose de plusieurs compartiments bien aménagés pour le confort et la sécurité. Et puis enfin, le mois d'octobre rose est derrière nous, mais la maladie, elle est là. Le cancer du sein est l'une des tumeurs les plus fréquentes chez les femmes. Nos équipes de reportage ont fait le tour de la question avec le docteur Gilbert Fassinon, il est chirurgien des cancers gynécologiques et mammaires au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le porte-parole du gouvernement était dans le département du Mono pour ses séances à bâton rompu avec les populations. Et ce week-end, Wilfried Oléandro-Ngoudi était dans la commune de Royogbe, une occasion saisie pour échanger avec les riverains sur les réformes engagées par le régime en place depuis 2016. Voici le compte rendu. On va parler des chiffres. Ici à Koyokbe, le verbatim, tout comme la méthode, n'ont pas changé. À Koyokbe, nous avons beaucoup de plaintes de la part de la jeunesse, suite beaucoup de points. Parole aux populations qui ont interrogé le porte-voix de l'exécutif sur plusieurs sujets. D'abord, la couverture en eau potable et en électricité. Au Bénin, on a 5290 villages. Avant 2016, il y avait seulement 373 villages qui avaient l'électricité au Bénin. Moins de 400 de 1960 à 2016. Entre 2016 et maintenant, on est déjà à près de 1000 villages. À ces acquis, l'orateur a ajouté la réduction du phénomène de délestage. Et face à des habitants d'une commune connue pour son potentiel agricole, l'émissaire du gouvernement a montré les efforts déployés dans ce secteur. Nous mettons aujourd'hui à disposition des machines, des tracteurs. L'État subventionne pour 50%, voire 2 tiers. Et le reste, celui qui achète, il paye en 3 ans. S'il peut payer cash, il paye. Mais on lui donne la possibilité de payer un peu sur 3 ans. Et aujourd'hui, nous sommes, d'après les chiffres du ministère de l'Agriculture, nous sommes autour de 20% de mécanisation. Nous sommes partis de 8%. Les efforts qui a-t-il poursuivis ont aussi impacté le système éducatif avec des cantines scolaires. Renseignez-vous. Aujourd'hui, même avec votre portable, vous pouvez écouter la radio. Vous pouvez suivre les informations, lire les communiqués. N'attendez pas que des gens vous racontent ce qu'ils ont mal compris. Il y a aussi la situation des aspirants au métier d'enseignant, dont une partie sera reversée cette année. Bien d'autres acquis du régime de la rupture, notamment l'organisation avec transparence des concours, la construction des routes, des marchés et des stades, ont été cités par Wilfried Oléandro-Ngoudi, qui, dans cet exercice, a encore une étape à franchir dans le Mono, celle de la commune de Bopa. En image, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a reçu les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne au Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, a reçu des mains de Robert John Marshall les copies figurées de l'acte par lequel le roi Charles III l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne près du Bénin, avec résidence à Abidjan. Robert John Marshall a été ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord près le Sénégal, avec juridiction sur la Guinée-Bissau et le Cap-Vert de 2011 à 2015, ainsi près le Grand-Duché de Luxembourg de 2016 à 2021. Il a précédemment occupé la fonction d'ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République de Guinée jusqu'à sa désignation en 2024 en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire près la République de Côte d'Ivoire avec juridiction sur le Bénin. Suivez ici le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne près le Bénin qui revient sur les points essentiels abordés au cours de ces échanges avec le ministre des Affaires étrangères. Bon, c'était un privilège d'être reçu ce matin par
à Son Excellence le ministre des Affaires étrangères et de lui remettre les copies figurées de mes lettres de créance. Alors en fait, cette réunion m'a donné l'opportunité de faire le bilan de comment le Royaume-Uni accompagne le Bénin dans son développement, que ce soit à travers le soutien financier du UK Export Finance, notre agence Export Crédit, que ce soit à travers des investissements publics que nous faisons dans le secteur privé, ou que ce soit à travers nos contributions aux institutions multilatérales qui sont présentes ici. Par exemple, Gavi, l'Alliance pour les vaccins ou les fonds mondiaux qui travaillent sur les questions de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et VIH-Sida, et aussi, par exemple, nos contributions au Fonds africain de développement. Les relations sont beaux fixes et nous partageons une vision, une ambition de renforcer davantage surtout les relations économiques et commerciales parmi les deux pays, entre les deux pays. À Semekpodi, la gouvernance locale continue de se renforcer. Le maire Jonas Gbenormetor vient de doter ses services chargés de la mobilisation des ressources de moyens roulants pour améliorer leur performance. Une remise de véhicules et de motos qui a été précédée de l'ouverture de la session budgétaire de la commune. Reportage. Déjà classée première parmi les communes à statut intermédiaire pour ses performances en matière de recettes locales, la commune de Semekpodi a acquis ses moyens roulants pour consolider ses acquis et franchir un nouveau cap. Nous mettons à la disposition de l'exécutif des moyens flambant neufs, 4 véhicules pick-up 4x4 et des engins pour les PAGMES, les agents de distribution. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg, parce que dans quelques jours, nous nous retrouverons encore pour une deuxième mise à disposition des outils. Cette fois-ci, ce ne sont pas des outils pour les mobilisations, c'est des outils pour répondre aux besoins de la population de notre commune. Je veux parler des gros engins qui sont attendus début novembre. Ces gros engins dont l'absence fait que nous avons des difficultés à remblayer, à niveler, à faire des ouvertures de voies. Ces gros engins sont annoncés par le fournisseur courant novembre. Je profite de l'occasion pour féliciter tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce chef-d'œuvre, qui sont les moyens de travail que nous allons remettre aux différentes directions pour plus d'efficacité. La cérémonie de remise de ces moyens roulants s'est déroulée en marge de l'ouverture de la session budgétaire de la commune. Un moment stratégique au cours duquel les élus locaux vont plancher sur les priorités de développement et les grandes orientations financières pour l'exercice à venir. Et au cours de cette session également, nous allons évaluer le programme annuel d'investissement. Ce programme nous permet de savoir sur l'année à venir quels sont les investissements colossaux que nous aurons au niveau de la commune. Quels sont les différents projets à ériger dans les 6 arrondissements de notre commune ou carrément dans les 55 villages de la commune de Semekpodi. Donc à travers ce programme également, vous avez les projets et programmes inscrits par village ou par arrondissement. Pour le maire Jonas Gbenormetor et son équipe, cette double activité traduit la volonté de faire de la bonne gouvernance un levier central du développement local à Semekpodi. Le
député démissionnaire du parti Les Démocrates, Constant Naum, était ce samedi l'invité exclusif de Franck Arnoux et de Maurice Agua de Eden TV sur notre émission Le Débat, au menu des échanges de la crise ouverte qui prévaut actuellement au sein de son désormais famille politique. L'occasion a été saisie par le parlementaire pour lever le voile sur les raisons ayant motivé sa démission. Voici un extrait de ses propos. Vous dites que quand il va prendre beaucoup de militants qui avaient côtoyé le président d'alors ont trouvé que ça ne va pas, c'est pas bien. Bon, on a fait, on est revenu, et ça y est. Maintenant, nous sommes là, à la croisée des chemins. Et lorsque on est à la croisée des chemins, il faut savoir retrousser les manches, serrer les ceintures pour avancer. C'est avancer là qui fait que nous avons des difficultés pour huiler la chose et partir une fois pour de bon. Et là, le sage doit chercher à montrer la voie. C'est ce que je fais. Alors, pourquoi c'est maintenant que le sage a décidé de montrer la voie? Pourquoi vous n'avez pas opté pour ce choix il y a plusieurs mois à l'avance? On s'attendait à ce que ce soit le député Sodinou qui démissionne. Mais à notre plus grande surprise, on vous voit aussi parmi ceux-là qui démissionnent. Voilà. Et on parle en même temps de la révision de la Constitution. Le député Sodinou, c'est un être à part. Le député Naoum en un autre. Moi, je ne fuis pas devant la difficulté. Ce n'est pas mon genre. Quand ça vient, je fais le combat. C'est pourquoi je suis resté pour tenter apporter des solutions, à remédier, à dire faisons ceci, faisons cela. Elles sont pas faites comme ça. Et puis apporter ma pierre à la construction de la maison des démocrates. Mais j'ai compris que malgré tout ça, je ne suis pas le seul à faire, beaucoup le font, mais ça n'a pas marché. Et sur le même sujet, à qui est imputable la fracture du principal parti de l'opposition? Constant Naum semble pointer du doigt un manque de réactivité du leader de la formation politique. On l'écoute à nouveau. Qui doit aujourd'hui porter la responsabilité de cette crise-là assez profonde au niveau du parti? Les démocrates, est-ce que c'est la direction du parti, les députés démissionnaires, vous, ou le président lui-même, ou encore votre collègue Sodinou? Non, je ne saurais dire ça parce qu'il faut situer les responsabilités. Les collègues députés n'ont été que la résultante de ce qu'il y a de mauvais que nous décrions au sein du parti. Il doit avoir un responsable. C'est ce le responsable. Un groupe de ce genre, on va te dire, c'est celui-ci, c'est l'autre. C'est plutôt le caput de l'équipe qui doit sonner d'un cran la fin de la récréation. S'il n'a pas sonné, donc c'est lui qui finalement a laissé les choses pourrir. Donc, c'est lui qui doit... Je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Si il n'a pas fait, il n'a pas fait. S'il n'a pas fait, ça va aller dans tous les sens. Ce que nous vivons aujourd'hui. À vous de comprendre. D'accord. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui, disons, le courage de dire qui bloque réellement le dialogue en interne? Si on ne peut pas dire c'est tel le responsable, qui est-ce qui bloque le dialogue? Parce que s'il y avait eu dialogue, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est le fonctionnement du parti qui n'est pas bon. Le fonctionnement du parti n'est pas bon. Et puis, dans des cas comme ça, le caput, le chef, doit arrêter la CI, revoir les choses, redistribuer les cartes et prendre le lead. Et pourquoi il n'a pas eu les coups des franches? Qu'est-ce qui l'empêchait de taper du poing sur la table? Je ne saurais le dire parce que moi j'ai fait toutes les ouvertures possibles. J'ai expliqué, j'ai fait des rencontres, j'ai dit des choses. Beaucoup d'actions ont été menées. D'autres députés ont tenté des choses aussi. Et puis, c'est comme ça.
Dans la suite de cette édition, après une longue attente, le marché moderne de Djougou a enfin ouvert ses portes aux usagers. C'est à l'occasion d'une cérémonie que les autorités et les populations ont procédé à la mise en service de cette infrastructure ce samedi 1er novembre 2025. Ce marché moderne dispose de plusieurs compartiments bien aménagés pour le confort et la sécurité des usagers. Voici les images. Un marché urbain moderne, majestueusement implanté en plein cœur de Djougou. Cette infrastructure marchande de type R+1, inaugurée par les autorités religieuses et politico-administratives, est une véritable innovation qui répond aux besoins des commerçants. Elle ouvre une nouvelle ère en matière d'échanges commerciaux dans la Donga. À la place de l'ancien décor s'élève désormais un marché moderne, vaste, propre, organisé, sécurisé, un véritable bijou architectural qui nous honore, qui honore toutes les filles et fils de Djougou. Ce marché, ce n'est pas qu'un ensemble de bâtiments. Il est le reflet d'une transformation, d'un progrès tangible et d'une fierté retrouvée. Les populations disposent désormais d'une infrastructure marchande de référence avec toutes les commodités requises. Le marché moderne de Djougou met à la disposition des usagers 424 places de vente, dont 359 étals primeurs, 8 étals boucherie et 57 boutiques, un local administratif, une infirmerie, 2 chambres froides, un monte-charge des locaux administratifs, ainsi que des locaux techniques, un parking et des sanitaires modernes. La dynamique de modernisation des infrastructures marchandes voulue par le président Patrice Talon séduit les populations locales et les autorités à divers niveaux. Je tiens du fond du cœur à témoigner toute ma gratitude au gouvernement de la rupture, sous l'impulsion visionnaire de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Monsieur le Président, votre politique de modernisation des infrastructures économiques à travers tout le Bénin n'est pas un vain mot, elle est une réalité tangible. La ferveur et l'ambiance qui ont ponctué cette cérémonie témoignent de la satisfaction des usagers qui trouvent ainsi un cadre propice pour la croissance de leurs activités commerciales. Au thème de cette cérémonie d'inauguration, plusieurs usagers ont exprimé leur satisfaction. Ils ont par la même occasion salué les efforts constants justement du président Patrice Talon qui met à leur disposition cette infrastructure moderne. On les écoute au micro de Abou Sabri Dissou. Je suis contente de ce marché. Tout est propre. On n'a pas amené nos propres tables. On a trouvé les tables ici, on a installé nos marchandises. On vous dit merci, infiniment merci. Que Dieu vous rende au centre. Aujourd'hui, on est tellement charolés, tellement contents. C'est une douceur au fond de nos cœurs. Parce que le marché, on l'attendait. Aujourd'hui, c'est une rêve pour nous. On ne l'attendait pas. C'est comme nous sommes suicidés. Les morts revenus, quoi. L'image du marché, c'est ce qu'on attendait d'ailleurs, n'ont jamais vu. C'est la première fois à nos générations qu'on a trouvé ce beau marché. La ministre du Commerce, on la donne une très grande félicitation. Je la salue chaleureusement. Son Excellence, M. Patrice Talon, un mot charolais, indéfinitif, qu'on le salue. Bon, le marché, c'est beau à voir. On respire bien dedans, propre. Donc, nous remercions le président de la République, son Excellence Patrice Talon, et son gouvernement, mais son Excellence Abdoulaye Biwa Tchani, le ministre d'État. Ensuite, le ministre Didier Tonato, qui s'est investi, tous nos ministres d'ailleurs, le ministre du Commerce, et ensuite nos maires. Son Excellence Patrice Talon, il a beaucoup fait. Quand il promet, il le fait. C'est un homme de parole. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, ministre Sadia. On est content beaucoup. Ce marché est propre, bien. Je
Je vends au marché de Djougou. Vraiment, on est très contente de ce nouveau marché. Merci au président Patrice Talon pour ce marché. On est très très contente. Merci beaucoup. Merci au ministre Sadia. On parle religion à présent. On a célébré la Toussaint. Les fidèles catholiques ont commémoré, bien entendu, ce samedi, la fête des défunts. Un moment de recueillement consacré à la prière pour le repos des âmes disparues. À Parakou, cette célébration a réuni de nombreux fidèles autour de messes et d'offices spéciaux au cimetière chrétien. Reportage sur Krata d'Antoulé, Karine Djagui. La communauté catholique de Parakou s'est rassemblée ce samedi au cimetière chrétien pour célébrer la Toussaint, jour dédié à la mémoire de tous les saints et à la prière pour les défunts. Dès 15h, plusieurs fidèles regroupés en différents ensembles ont animé tour à tour des messes. Les fidèles venus nombreux ont tenu à rendre hommage à leurs proches disparus. Nous sommes retrouvés au cimetière, c'est pour rester ensemble avec ce souvenir de nos parents qui ont quitté cette vie. C'est surtout eux, nous allons commémorer leur mémoire. Ceux qui ont vécu sur cette terre avec des douleurs, ils sont partis dans la tristesse. Aujourd'hui, certains ont lavé leurs robes, ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. On se souvient de ceux-là. Oui, c'est pourquoi nous sommes rassemblés ici pour célébrer la liturgie. Toussaint, littéralement, on va dire Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Le matin, on était à l'église, on a fait la messe là-bas, on a bien dansé, on a chanté, comme c'est la fête. Le soir, dans l'après-midi, on est venu ici au cimetière de Parakou. Voilà. En tant que chrétiens, nous commémorons aussi les saints qui nous ont devancés, qui ont fait un pas plus que vous et qui sont déjà, auprès de l'Éternel, mais couchés ici. Donc tous les saints, nous les vivants et ceux qui sont décédés, on reste ensemble. Vous allez constater, on chante, on danse comme c'est la fête et ensemble nous faisons le Toussaint. L'ambiance empreinte de piété était marquée par des chants, des lectures bibliques et des bénédictions de tombes. Les prêtres ont rappelé à l'assistance la signification spirituelle de cette fête, symbole de communion entre les vivants et les défunts. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. C'est-à-dire qu'on se souvient de tous les saints connus et inconnus. Et ceux qui sont inconnus sont très, très, très nombreux. Priez pour les âmes du purgatoire afin que délivrés, elles puissent intercéder pour nous. Mais il ne faudrait pas que ce soit une spiritualité de calcul. On doit prier spontanément pour les âmes du purgatoire, tout en sachant quand même que lorsqu'elles sont délivrées, elles intercèdent pour nous. À la tombée de la nuit, le cimetière offrait un tout autre visage. Dans une atmosphère plus silencieuse, les familles continuaient de veiller auprès des sépultures, bougies à la main, dans un mélange de recueillement et de sérénité. Le mois d'octobre rose est derrière nous, mais la maladie, elle est là. Le cancer du sein est l'une des tumeurs les plus fréquentes chez les femmes, un problème majeur de santé publique au Bénin. En ce mois d'octobre dédié à la sensibilisation et à la lutte contre la maladie, bien entendu, nos équipes de reportage en faire le tour de la question avec Dr Gilbert Fassinon. Il est chirurgien des cancers gynécologiques et mammaires au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, Lagune. Lutte contre les cancers du sein, le dépistage précoce, le moyen de prévention par excellence, c'est l'intitulé de ce magazine que nous vous proposons. Plus de 1000 femmes sont atteintes du cancer du sein chaque année au Bénin et d'importants cas de décès enregistrés. Outre les facteurs de risque hormonaux, d'autres causes potentielles peuvent aussi favoriser le développement de cette maladie de plusieurs types. Nous avons dit tout à l'heure que le cancer du sein, c'est juste un groupe de cellules qui échappent au contrôle de l'organisme, qui se développe pour toujours tant qu'on ne l'a pas traité. Il y a des cancers qu'on va appeler des luminales A, des luminales B, les basales laïques, les triples négatifs. Généralement, 25 à 40% des cancers sont liés au tabac. Il y a ceux qui prennent de l'alcool. Si vous prenez de l'alcool, c'est un facteur de risque général. Vous allez développer certainement le cancer du sein. Il y a la sédentarité, ceux qui ne font pas les sports. Si vous ne faites pas de sport, vous serez peut-être appelé à être obèse. Et là, vous pouvez développer le cancer du sein. Il y a le mode d'aliment que nous avons. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de phytoestrogènes dans nos aliments.
Et quand on dit qui dit fibrose estrogène, dit un risque d'augmenter, accru d'exposition des seins à l'estrogène. Il y a certaines femmes qui sont nées malheureusement dans des familles où il y a des cancers du sein. Et 5 à 10% des cas de cancer du sein sont liés généralement à des facteurs génétiques. Une femme qui a un petit sein, il sera plus facile de détecter une petite boule de demi-centimètre dans son sein qu'une femme chez qui la poitrine est généreuse, etc. C'est le facteur de risque qu'on a le plus souvent. Ça fait que chez ces femmes, on va découvrir cette maladie plutôt à un stade beaucoup plus avancé. L'âge est aussi un facteur de risque de tous les cancers. Selon l'oncologue, le processus normal de renouvellement des cellules étant perturbé avec le vieillissement du corps au fil des années, la maladie peut s'inviter dans l'organisme humain. En revanche, le mal se détecte de plus en plus chez les jeunes femmes de 19 ans en Afrique et de façon très agressive d'après ses manifestations. Lorsqu'une femme est en train de palper ses seins, elle retrouve déjà une boule, il faut qu'elle se rende à l'hôpital. Sachant que tout ce qui est boule ou masse dans le sein n'est pas cancer. Vous regardez votre sein chaque matin dans le miroir, vous voyez qu'un sein devient anormalement plus gros qu'un autre, il vaut mieux courir aller à l'hôpital. Vous voyez quelque part dans votre sein, ça devient rouge. On appelle une rougeur localisée. Ce n'était pas là, vous avez vu. Il vaut mieux faire référence à un sachant qui va boire. Quand il y a de cancer dans le sein, vous regardez dans le miroir et vous voyez que votre mamelon est dévié à gauche ou dévié à droite de votre sein ou dévié en haut ou bien en bas. On appelle ça rétraction du mamelon. C'est pas bon. Ou bien le mamelon qui était là, ça rentre totalement à l'intérieur du sein. C'est des signes qui doivent vous alarmer. Ou carrément vous vous levez, vous voyez des petits trous sur le sein. Et quand vous regardez ça, ça a l'aspect de la peau de l'orange. Ça, c'est des éléments qui doivent alarmer. Ou le sein, ça vous fait mal, ça coule de lait ou de substances comme du chocolat ou purement du sang. Ou carrément, vous voyez que sur votre sein, il y a comme une dépression, une zone qui est enfoncée. Il vaut mieux aller à l'hôpital. Généralement, c'est comme ça la maladie se manifeste. Chez d'autres personnes, c'est par un ganglion dans les selles. Les cancers du sein se guérissent, rassure le spécialiste qui se réjouit du développement de nouvelles thérapies permettant de circonscrire le mal. Aussi douloureux et onéreux qu'il soit, le traitement est efficace quand la maladie est détectée tôt chez la personne atteinte. Chaque femme en activité génitale doit pouvoir déjà avoir une sage-femme et un gynécologue qui doit vous examiner au moins de façon rapprochée, une fois au moins par an. Et généralement, ce qui est conseillé, c'est qu'à partir de 50 ans, vous devez faire votre radiographie du sein, qu'on appelle la mammographie de dépistage, et ceci chaque 2 ans jusqu'à l'âge de 75 ans. Malheureusement, dans le cancer du sein, lorsque vous palpez déjà, vous avez une masse dans le sein et vous-même vous arrivez à toucher et vous constatez qu'il y a une masse, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que la cellule cancéreuse se déverse par des milliards déjà dans le sang lorsque ça atteint 1 centimètre déjà. La durée du traitement varie en fonction du type de maladie de cancer que vous avez et surtout du stade où on l'a envoyé. Les cancers du sein ne sont pas l'apanage des femmes. Les hommes aussi peuvent en être atteints, même si la probabilité est d'1%. Dr Gilbert Fassinou revient ici sur les comportements à adopter pour éviter cette maladie. Des éléments sur lesquels nous devons agir, c'est la consommation de l'alcool. Non, on peut toujours être modéré. Nous avons parlé de tabac. Regardez, aujourd'hui, il y a d'autres formes de tabac. Ainsi, ce n'est pas la cigarette, c'est des chichas et autres. La femme peut refuser. Elle peut décider de ne pas faire. Ça, elle peut agir sur ces facteurs. Mais au cas où c'est des facteurs qui ne sont pas modifiables, il vaut mieux qu'elle se fasse suivre par un médecin pour faire son dépistage de façon précoce et être suivi régulièrement. D'autres facteurs modifiables, c'est l'obésité. C'est vrai que quand on est gros, on a de l'embonpoint chez nous, c'est un signe d'aisance. Mais non, il vaut mieux s'adonner, travailler à avoir un poids raisonnable et surtout
il faut que vous fassiez des exercices physiques. Pour ce qui concerne l'alimentation, si on peut manger bio, c'est bon. Mais si on ne peut pas, il vaut mieux aussi faire attention à nos assiettes pour voir ce qu'on met dedans. Tout en louant les efforts fournis par le gouvernement pour réduire le nombre de cas des cancers du sein au Bénin, l'oncologue plaide pour une sensibilisation plus accrue, des dépistages gratuits pour toutes les femmes et la prise en charge complète des malades pour un meilleur pronostic. Et pour finir cette édition, formés pour mieux enseigner, bien entendu les animateurs et animatrices des centres d'éducation communautaire ont bouclé une session de formation sur la pédagogie explicite en français et en mathématiques, une initiative de CIPCRE Bénin pour renforcer l'efficacité de l'encadrement des enfants hors système formel. Reportage. 3 jours d'échanges, d'exercices pratiques et d'apprentissage intensif sur la pédagogie explicite en français et en mathématiques à l'initiative de l'ONG CIPCRE Bénin viennent de s'achever au profit de ces 10 animateurs et animatrices des centres d'éducation communautaire. Ces centres mis en place pour relancer l'accès à l'éducation des enfants hors système formel constituent aujourd'hui un levier essentiel de réinsertion et d'équité éducative. Le CIPCRE Bénin compte beaucoup sur ces animateurs, c'est dans la vallée de Lomé, parce que c'est une expérience que nous avons commencé avec Plan sur le projet Alpha dans la Takora. Et les partenaires ont eu confiance en CIPCRE et ont accepté qu'on puisse implémenter ça dans la basse vallée de Lomé à travers ERIS, qui est un partenaire suédois, et Enfance Missionnaire, qui accompagne le projet EduCap Bénin. Bénéficiaires et formateurs n'ont pas caché leur satisfaction. Aujourd'hui, grâce à cette formation, nous repartons plus confiants, mieux préparés et surtout mieux outillés. Je voudrais leur dire que la fin de cette formation n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle étape, celle de la mise en œuvre de ce qu'ils ont acquis comme connaissance au service de la communauté. Je reste convaincu, grâce à la qualité de la formation, la mise en place d'une documentation matérielle sans pareil, qui force l'admiration, et profiter pour exprimer ma gratitude au nom du ministre de l'Enseignement maternel et primaire, à l'ONG CIPCRE Bénin et à tous ses partenaires. Par cette initiative, le CIPCRE Bénin réaffirme son engagement en faveur d'une éducation inclusive, accessible à tous les enfants, même ceux éloignés du système formel. C'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est bien entendu votre bulletin d'information. Ensuite à 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis juste après, c'est votre émission. L'info continue. Ensuite, une dernière information qui vient de nous parvenir. La commission des lois de l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité des membres présents, bien entendu, la prise en compte de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Je reprécise que la commission des lois de l'Assemblée nationale adopte justement à l'unanimité des membres présents la prise en compte de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Portez-vous bien et à très bientôt.